Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. en RD à des lignes rouges entre exclusion et exigence opposées. Le doute plane sur sa concrétisation. Et puis dans la capitale, la répétition des inondations et la dégradation accélérée de la voirie traduisent les limites du système de drainage des eaux pluviales. Plusieurs axes routiers deviennent impraticables, mettant en danger la sécurité et la mobilité des populations. À l'international, le Burkina Faso entend miser sur le développement de l'aquaculture afin de renforcer l'offre locale de poissons, aujourd'hui assurée presque exclusivement par la pêche traditionnelle et les achats à l'étranger. Très heureuse de vous savoir face à vos écrans pour suivre cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dialogue oui, mais avec qui, où et quand en RDC? L'appel au dialogue politique se heurte à des lignes rouges, des exclusions et des exigences opposées, laissant planer le doute sur sa concrétisation. Analyse de Dan Momat. En République démocratique du Congo, l'idée d'un dialogue politique a refait surface, mais sa mise en œuvre reste entourée de fortes contradictions. Tous en parlent, mais personne ne s'accorde sur le cadre, les acteurs et le timing. Le président Félix Tshisekedi s'est disposé à dialoguer avec tout le Congolais à condition que cela se fasse au pays et dans le cadre des institutions prévues par la Constitution. Il exclut cependant toute discussion avec ceux qui ont pris les armes contre la République, écartant ainsi l'FCM 23 ainsi que Joseph Kabila, reconnu coupable par la justice militaire et condamné par contumace pour rébellion contre le pays. Une position qui rejette une partie de l'opposition. Le camp Moïse Katumbi, tout comme la plateforme Sauvons le Congo, réclame un dialogue inclusif, sans exclusion et organisé en dehors du pays sous la médiation de la CENCO et de l'ECC. De son côté, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, soutient le principe du dialogue, mais estime que la RDC doit d'abord gagner la guerre et éviter toute négociation avec ce qu'il qualifie des pions du Rwanda. Martin Fayoulou, lui, plaide également pour un dialogue inclusif afin de résoudre une crise qu'il juge avant tout politique. Résultat, une cacophonie politique où chacun défend sa ligne, rendant la tenue d'un dialogue consensuel peu probable à court terme. Entre impératifs sécuritaires, exigences d'inclusivité et méfiance généralisée, les dialogues restent pour l'instant une promesse sans calendrier. L'Union africaine, qui semble avoir repris l'initiative à travers le président du Conseil des ministres togolais, Faure Gnassingbé, continue elle aussi à croire sur l'éventualité d'une solution pacifique à la crise sécuritaire dans l'Est du Congo. Pendant ce temps, la situation sécuritaire et humanitaire continue de se dégrader, particulièrement dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Le soutien affiché de Donald Trump au président Félix-Antoine Tshisekedi marque-t-il un tournant dans les relations entre Kinshasa et Washington? Dans un contexte régional tendu, cette dynamique diplomatique pourrait rebattre les cartes alors que le Rwanda fait face à une pression internationale accrue en raison de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, notamment les analyses. José Junior Ouawa.
Un changement de tonalité notable s'opère dans les relations entre la République démocratique du Congo et les États-Unis ce dernier temps. Lors de la réunion consacrée aux minerais stratégiques, le président américain Donald Trump a salué le leadership du président Félix Tshisekedi, lui promettant un renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques et sécuritaires, pour mettre fin à l'insécurité qui écume l'est du pays et le sous-développement de son pays. Cette prise de position du dirigeant de la première puissance mondiale intervient dans un contexte diplomatique sensible, marqué par la persistance de tensions entre la RDC et le Rwanda, malgré les efforts diplomatiques en cours qui ont notamment conduit à la signature de l'accord de Washington en décembre dernier. À Kigali, le président rwandais Paul Kagame exprimait publiquement son irritation face à l'attitude de la communauté internationale. Sans nommer explicitement les États-Unis, le chef de l'État rwandais a fustigé une approche qu'il juge déséquilibrée, accusant certains partenaires de minimiser les préoccupations sécuritaires du Rwanda résumées autour de l'air, tout en accordant un traitement de faveur à la RDC, aujourd'hui confrontée à la rébellion du M23. Dans ce climat de crispation, la perspective de sanctions ciblées contre Kigali gagne du terrain. La pression internationale s'accentue alors que plusieurs rapports et positions diplomatiques pointent du doigt les soutiens présumés du Rwanda à la rébellion de la M23 active dans l'est de la RDC. Ces récents développements diplomatiques sont de nature à faire bouger les lignes sur la scène internationale. Toutefois, sur le terrain, la situation sécuritaire demeure préoccupante et le processus politique peine encore à produire des résultats escomptés, laissant planer des incertitudes quant à une désescalade durable de la crise malgré la situation humanitaire qui continue de se dégrader sur le terrain. Et puis la République démocratique du Congo et les États-Unis franchissent une nouvelle étape dans leur coopération économique. À Washington, les deux pays ont tenu la première réunion du comité de pilotage conjoint de leur partenariat stratégique, marquant l'entrée de cet accord dans sa phase opérationnelle. Objectif affiché, traduire les engagements politiques en actions concrètes en faveur du développement et des investissements. Daniela Kala pour le commentaire. À Washington, la République démocratique du Congo et les États-Unis ont franchi un cap décisif dans la mise en œuvre de leur partenariat stratégique. Les deux pays ont tenu la toute première réunion du comité de pilotage conjoint, marquant les passages d'un cadre essentiellement diplomatique à une phase opérationnelle axée sur des actions concrètes. Cette rencontre de haut niveau a été co-présidée par les vice-premiers ministres et ministres de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba. Elle a réuni plusieurs membres du gouvernement congolais ainsi que de représentants de la présidence de la République et de l'ambassade de la RDC aux États-Unis. Selon le ministère de l'économie nationale, cette première session a permis de poser de bases opérationnelles du partenariat en définissant le mécanisme de coordination entre Kinshasa et Washington. L'objectif affiché est clair, traduire les engagements politiques en programmes concrets assortis d'actions mesurables et des résultats tangibles. Les discours ont porté sur des secteurs jugés stratégiques, notamment les investissements, les ressources minières, la gouvernance économique et les développements durables. Dans un contexte mondial marqué par la transition énergétique, ce partenariat est présenté comme un levier potentiel pour renforcer l'attractivité économique de la RDC et soutenir une croissance durable et inclusive. Sur un tout autre sujet, la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie ont lancé à Luanda une réunion inaugurale de coordination autour du projet de corridor de Lobito sous l'égide de la Banque mondiale. Objectif, harmoniser les politiques publiques, mobiliser les financements nécessaires et accélérer la concrétisation de ce corridor stratégique appelé à relier l'Afrique centrale et australe aux marchés internationaux. Commentaire une fois de plus de Daniela Kalala. Ce jeudi 5 février 2026 à Luanda s'est tenue une réunion inaugurale de coordination entre la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola autour du projet du corridor de Lobito sous l'égide de la Banque mondiale. Les ministres des Transports, des Finances et du Commerce extérieur de 3 pays y ont pris part. Les échanges ont porté sur l'alignement de politiques publiques, la coordination des investissements et la mobilisation de partenaires en vue de stimuler la croissance économique
économique, de promouvoir le commerce intra-africain et de créer des emplois. Les corridors de Lobito constituent une voie stratégique reliant l'Afrique centrale et australe aux marchés mondiaux. De son côté, la Banque mondiale a réitéré son engagement à accompagner la mise en œuvre du projet, tandis que la RDC a plaidé pour que la prochaine réunion de coordination se tienne à Kinshasa. Autre chose, les enseignants qui s'étaient réfugiés au Burundi après la prise de la ville d'Uvira par les éléments de l'AFC 123 sont rentrés ce jeudi 15 février 2026 dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Ce retour marque une étape importante dans la reprise progressive des activités scolaires à Uvira après plusieurs semaines de perturbations liées à l'insécurité. Didier Ilunga nous en dit plus. La cérémonie de l'accueil des enseignants réfugiés du Burundi s'est tenue au complexe scolaire Action Koussaïdia en présence des élèves et des autorités provinciales. À cette occasion, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pourouzi, a salué le retour des enseignants et encouragé les élèves à poursuivre leurs études avec détermination. Nous remercions le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a aussi mené des efforts de plaidoyer, qui a appuyé nos forces de défense et de sécurité pour que la paix, la sécurité et la stabilité reviennent. Aujourd'hui, nous ouvrons solennellement toutes les écoles d'Uvira. De leur côté, les enseignants rapatriés ont exprimé leur gratitude envers les autorités congolaises et burundaises. Par la voix de l'un de leurs représentants, ils ont remercié le chef de l'État congolais à travers le gouverneur du Sud Kivu pour les efforts fournis afin de faciliter leur retour au pays. Ils ont également salué le gouvernement burundais pour l'accueil et la protection accordée durant leur séjour. Nous sommes très contents pour notre gouverneur Pourouzi. Il est comme un dieu pour nous. Notons que ces enseignants s'étaient réfugiés au Burundi après la prise de la ville d'Uvira par les éléments de l'AFC 123 au Sud Kivu. Ces retours marquent une étape importante dans la reprise progressive des activités scolaires à Uvira après plusieurs semaines de perturbations liées à l'insécurité. Je l'ai dit en ouvrant ce journal, à Kinshasa, la répétition des inondations et de la dégradation accélérée de la voirie traduisent les limites du système actuel de drainage des eaux pluviales. À chaque saison de pluie, plusieurs axes routiers deviennent impraticables, tandis que des quartiers entiers subissent des dégâts matériels importants, mettant en danger la sécurité et la mobilité des populations. Face à cette situation persistante, l'Office des voiries et des drainages, principal organe technique chargé de la gestion des infrastructures de drainage urbain, se retrouve au centre des attentes. Blaise Kouzola nous en dit plus. La récurrence des inondations et la dégradation accélérée de la voirie à Kinshasa remettent au centre du débat une problématique majeure, la gestion efficace et régulière du drainage des eaux pluviales dans la capitale congolaise. Au cœur de cette mission se trouve l'Office de voirie et drainage, établissement public légalement chargé de l'entretien, du curage et du bon fonctionnement des infrastructures de drainage urbain. Conformément à ses attributions, l'OVD est tenu d'assurer un suivi permanent de caniveaux, collecteurs et autres ouvrages de drainage afin de prévenir les engorgements, limiter les dégâts sur le chaussée et protéger les populations contre les effets des fortes pluies. Cette responsabilité, loin d'être ponctuelle, s'inscrit dans une action continue essentielle à la salubrité publique et à la fluidité de la mobilité urbaine. Il importe de rappeler que l'OVD bénéficie chaque année d'un financement public via le Fonds national d'entretien routier, mécanisme mis en place pour garantir l'entretien et la pérennisation des infrastructures routières et de drainage. Ces soutiens financiers traduisent la volonté de l'État d'assurer une maintenance régulière des ouvrages, mais impliquent en retour une obligation de performance, des planifications rigoureuses et des résultats tangibles. Dans un contexte marqué par une urbanisation rapide et des aléas climatiques de plus en plus prononcés, le renforcement de la coordination institutionnelle et l'exécution stricte de missions confiées à l'OVD apparaissent comme des leviers incontournables pour améliorer durablement le système de drainage de Kinshasa.
Une gestion proactive et continue demeure la clé pour réduire les risques d'inondation, préserver les infrastructures et garantir la sécurité des citoyens. En définitive, la responsabilité technique et opérationnelle du drainage urbain incombe clairement à l'organisme compétent dont le moyen existe et doivent se traduire par des interventions visibles, planifiées et régulières au bénéfice de l'ensemble de la collectivité quinoise. Parlons sport à présent, la sélection féminine de la RDC entame la phase décisive de son rêve mondial. Arrivés à Abidjan, les jeunes léopards se préparent avec détermination pour ce troisième tour des éliminatoires du mondial Pologne 2026. Installées dans le calme de leur camp de base, elles peaufinent les derniers détails tactiques avant de défier les éléphants sur leur terre. Blaise Couzola une fois de plus pour les détails. Ces duels face à la Côte d'Ivoire représentent un tournant majeur dans leur parcours qualificatif. La sérénité affichée par le groupe congolais témoigne d'une préparation rigoureuse visant à obtenir un résultat positif dès les matchs allés ce dimanche 8 février. Chaque séance d'entraînement est désormais focalisée sur la gestion de la pression et la cohérence d'équipe pour surmonter l'obstacle ivoirien. C'est pas pour rien que nous sommes là. Avoir 26 joueuses, je pense que ça m'a permis, moi, d'avoir une bonne équipe, en tout cas. Et je pense que nous allons bien négocier. Oui, bien sûr, je suis sûre et certaine. C'est pas pour rien que nous sommes déplacés. Je sais qu'il y a eu quelques difficultés, mais on est obligé de tenir. Donc, on est là et on va se battre pour amener la qualification chez nous. L'enjeu est immense pour cette génération talentueuse qui ambitionne de porter les drapeaux de la RDC sur la scène internationale en Pologne. En s'acclimatant rapidement au contexte abidjanais, les Léopards U20 affichent clairement leurs ambitions, faire preuve de caractère et de discipline pour franchir cette étape cruciale et se rapprocher un peu plus de la phase finale de la Coupe du Monde. Mesdames, Messieurs, faisons un crochet à présent à la page internationale. Face à une dépendance estimée à près de 80% aux importations pour satisfaire la demande nationale en produits halieutiques, le Burkina Faso entend miser sur le développement de l'aquaculture afin de renforcer l'offre locale de poissons, aujourd'hui assurée presque exclusivement par la pêche traditionnelle et les achats à l'étranger. Commentaire de Myriam Likio. Au Burkina Faso, Israël Sombier, ministre de l'Agriculture, a inauguré le mercredi 14 février un projet de production aquacole sur un site basé à Dori, dans la région du Diptako, au nord-est du pays. Selon un communiqué publié sur les sites du ministère, les projets portent sur la production de poissons en cage flottante sur la retenue d'eau de barrage de Yakuta. La pisciculture en cage flottante est une technique moderne d'aquaculture qui consiste à élever des poissons dans des cages immergées et fixées sur le plan d'eau. Selon les autorités, 22 cages ont été empoisonnées lors de la cérémonie d'inauguration avec plus de 150 000 alévins. Il est prévu que le nombre de cages flottantes passe à 50 dans une deuxième phase de développement avec un potentiel de production de 200 tonnes de poissons par an. Ce projet est le dernier signe en date de l'intérêt croissant des opérateurs pour faire de la pisciculture en cage flottante un levier de développement du secteur aquacole au Burkina Faso. Avant les sites d'Idori, la production de poissons en cage flottante a été expérimentée pour la première fois avec succès en avril 2024 sur les sites de barrage de Samandéni dans la région de Haut-Bassin dans le cadre de l'offensive agro-pastorale halieutique où 180 cages flottantes ont été initialement installées. L'ambition affichée par les autorités était lors de parvenir à produire 150 000 tonnes de poissons par an sur les sites attirant des investisseurs privés. Et face à une demande mondiale toujours croissante pour les diamants naturels, de Beers continue d'adapter sa stratégie opérationnelle fortement dépendant de sa production au Botswana. Le groupe avait déjà revu à la baisse ses objectifs de production globale pour l'année 2025
illustrant les difficultés persistantes du marché. Une fois de plus, Myram Likio. Alors que le marché des diamants naturels reste globalement diminué, dit Beard continue de promouvoir la prudence en 2026. Dans son rapport opérationnel publié le jeudi 5 février, les groupes diamantaires notamment actifs au Botswana a annoncé viser désormais une production comprise entre 21 à 26 millions de carats cette année contre une fourchette initiale de 26 à 29 millions. Ces nouveaux ajustements prolongeaient les rééquilibrages de son plan opérationnel après la révision déjà opérée en 2025. Les révisions de production pour 2026 sont visées à 21 allant à 26 millions de carats contre 26 à 29 millions de carats précédemment. En raison du contexte difficile du marché des diamants bruts, Beard continue de suivre l'évolution de ces marchés afin d'adapter sa production à la demande, indique notamment la compagnie dans sa note. Ces dernières années, la demande mondiale de diamants naturels est en net repli sous l'effet notamment de la concurrence croissante des diamants des laboratoires. Une évolution à laquelle Beard s'efforce de s'adapter en ajustant ses objectifs de production au niveau de la demande du marché. En 2025, le produit avait ainsi annoncé une révision de son plan visant une production comprise entre 20 à 23 millions de carats contre une fourchette initiale de 30 à 33 millions. Si cette cible a bien été atteinte avec 21,6 millions de carats finalement déclarés, elle s'est néanmoins traduite par une baisse de 12% de production annuelle. Au Botswana, où Beard exploite notamment des mines de Jineng et de Rapa, les groupes a fait état recul de 16% de la production. En Namibie, les résultats des opérations est resté inférieur à 7% en glissement annuel. Cette mine sud-africaine de Venetia a enregistré une progression de 3%, tandis que la production canadienne a également reculé de 7%. Mesdames, Messieurs, ce journal, c'est aussi la revue de presse sélectionnée et commentée par Don Moumat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue avec... Chronique Co adopte un regard plus analytique et Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, ce journal touche déjà à sa fin. Mais avant de nous quitter totalement, je vous rappelle les titres. Vous avez suivi dans ce journal l'appel au dialogue en RDC politique se heurte à des lignes rouges entre exclusion et exigences opposées. Le doute plane sur sa concrétisation. Et puis dans la capitale congolaise, la répétition des inondations et la dégradation accélérée de la voirie traduisent les limites du système de drainage des eaux pluviales. Plusieurs axes routiers deviennent impraticables, mettant en danger la sécurité et la mobilité des populations. Et puis à l'international, le Burkina Faso entend miser sur le développement de l'aquaculture afin de renforcer l'offre locale de poissons, aujourd'hui assurée presque exclusivement par la pêche traditionnelle et les achats à l'étranger. C'est ainsi que s'achève totalement ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur votre chaîne pour une bonne suite de programmes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.